Bismillahirrahmanirrahim. On continue toujours notre démarche dans l'hypercorticisme. On va voir dans cette partie, donc par suite, les syndromes ou bien l'hypercortisolisme ACTH indépendant. Donc toujours, pour les gens qui sont nouveaux, je répète toujours, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Un maximum de partage afin que les bénéfices atteignent le maximum des étudiants. Et on continuera notre cours. Donc le reste, c'est 20% des cas. Donc 80% des cas, c'était l'hypercortisolisme ACTH indépendant, plutôt dépendant. Les 20% des cas, le 20% des cas qui sont restantes, c'est l'hypercortisolisme ACTH indépendant. Lorsqu'on dira ACTH indépendant, j'espère que vous souvenez, vous avez suivi la partie précédente, c'est la sécrétion surrénalienne qui est autonome de cet hypercortisolisme. Ça va freiner la sécrétion de l'ACTH, c'est la notion de rétrocontrôle négative. Donc, dans une concentration de circulation, vous allez retrouver un ACTH qui est effondré. Donc, si on vous demande d'interpréter un bilan d'hypercortisolisme et vous allez trouver un ACTH qui est effondré avec une cortisolémie qui est élevée, ça c'est en faveur d'un hypercortisolisme ACTH indépendant. Bien sûr, après que vous allez confirmer la pathologie, toujours j'insiste, il faut confirmer avant de passer aux ces dernières étapes. Donc, il s'agit habituellement d'une lésion qui est unilatérale. Donc, une seule lésion. Rarement qu'on trouvera des lésions bilatérales. Donc, vous allez retrouver une lésion unilatérale dont l'hyperactivité, ça va freiner totalement l'axe corticotrope et elle va mettre en repos la surrénale contralatérale. Donc, qu'est-ce que vous allez noter si on vous pose la question dans un hypercortisolisme ACTH dépendant, lésion unilatérale, un taux d'ACTH vraiment effondré avec la mise en repos de la surrénale contralatérale. Généralement, on trouvera heureusement dans 2 tiers des cas les adénomes bénins dans la surrénale, dans 2 tiers des cas, mais parfois malheureusement on pourrait être en face d'un cancer primitif surrénalien malin. On parlera de cortico-surrénal malin dans le tiers des cas qui est restant. Donc, dans ces étiologies, l'hypersécrétion du cortisol, elle n'est pas freinée au freinage fort et elle n'est pas stimulée par les synactènes ou bien le CRH. C'est pour cela qu'on associe le terme ACTH indépendant. Donc, dépendant, elle est stimulable, elle est freinable. Indépendant, l'origine là de cette sécrétion, c'est la surrénale. Elle n'a pas d'intérêt ou bien ni freinée ni stimulée par la CRH ou les 2 tests de freinage. Donc, on va détailler donc les 2 cas ou bien les 3 cas, soit l'adénome ou bien soit le cancer surrénalien. Commençons premièrement par l'adénome bénin. Donc il s'agit d'une tumeur qui est généralement de petite taille. Donc elle est bien encapsulée, les critères de bénignité, mais faites attention à ce qui caractérise les tumeurs surrénaliennes bénins ou bien les adénomes bénins. Donc ils ont un pouvoir évolutif vers la malignité qui est très possible. D'où la nécessité d'un suivi régulier après traitement. Donc si on vous pose la question dans un contexte clinique, un patient qui a été déjà diagnostiqué par un adénome, donc hypercortisolisme ACTH indépendant, et vous allez trouver un adénome bénin, donc c'est pas une abstention thérapeutique, c'est un suivi rigoureux, donc ces derniers peuvent être transformés vers la forme maligne. Donc ils sont caractérisés, ces adénomes, par une hypersécrétion exclusive des glucocorticoïdes, cortisol, tumeur bien limitée, non invasive, au scanner et aux IRM, les critères de bénignité. Donc, dans la scintigraphie, donc, vous allez avoir une fixation, donc, ou bien une scintigraphie à iodo-cholestérol. Donc, si elle est pratiquée, vous allez montrer une fixation exclusive et homogène de cet adénome avec extinction de la surrénale contralatérale. Donc, une seule localisation unilatérale. Donc, là, voilà la scintigraphie. Donc, ça, c'est un adénome surrénalien unilatéral. Donc, ce dernier, il va fixer donc, le iodo-cholestérol, donc marqué. Et bien sûr, il va épargner sans extinction de la surrénale contralatérale. Nous sommes devant une lésion qui est unilatérale. Par contre, si c'est le cas d'un corticosurrénalome malin, la tumeur, donc c'est une tumeur maligne,
de très mauvais pronostics, de grande taille l'inverse, très rapidement invasive, localement et à distance. Ça va donner des métastases pulmonaires, des métastases hépatiques, ce que vous êtes en train de voir là. Donc tout ce qui est opaque, donc ce sont des métastases secondaires à une masse donc unilatérale, ce que vous êtes en train de voir, de très grande taille. Donc là voilà un corticosurinalement malin. Elle peut se manifester par un hypercortisolisme dominant, mais il est souvent associé d'une sécrétion anormale d'androgènes, aussi d'ostrogènes, d'une sécrétion anormale des précurseurs de la stéroïdogénèse. Donc vous allez revoir ça dans l'hirsutisme. Pour la biologie, donc spécifique et radiologique, donc l'association fréquente d'une hypersécrétion, vous allez noter les androgènes, le DHA, le DHS, le delta 4, l'androsténodion, le testostérone. Donc tout ça, vous allez trouver les androgènes vraiment élevés dans le corticosurinalement malin. On va voir ça dans l'hyperandrogénémie. Vous allez voir la ressemblance. Donc si vous avez un adénome surinalien malin ou bien corticosurinalome, vous allez voir les deux syndromes. Vous allez voir une hyperandrogénémie en fusion avec un syndrome de Cushing. Gardez bien cette notion-là. On va la revoir dans l'hyperandrogénémie. Donc, parfois, le syndrome de Cushing peut être révélateur d'un corticosurinalome malin. Donc, la présence d'une masse surrénale invasive sur le scanner et sur l'IRM. Donc, ce que vous voyez à droite dans l'illustration, avec des métastases pulmonaires et hépatiques. La scintigraphie au iodo-cholestérol, vous allez noter une fixation exclusive et hétérogène du côté de la lésion, mais elle a peu d'intérêt. Pourquoi? C'est du métastase malheureusement et c'est du stade terminal. Dernièrement, troisième cas, vous pouvez avoir donc l'adénome surrénalien et le corticosurrénal malin, c'était une lésion unilatérale. Parfois, les lésions peuvent être bilatérales, ce que vous voyez donc là. Donc soit l'aspect granuleux fin ou bien ce que vous allez voir maintenant. Donc les lésions bilatérales, donc dans ce dernier cas, les deux surrénales sont hyperactifs, mais le taux d'ACTH ils sont bien sûr effondrés. Il s'agit d'une affection exceptionnelle. Il pourra être une dysplasie micronodulaire pigmentée, ce que vous voyez premièrement donc en noir, donc sur la lésion ou bien sur le plan histologique ou bien anatomopathologique, vous allez noter une dysplasie micronodulaire pigmentée. Ou bien vous allez voir le deuxième cas, donc le voilà, donc j'espère que vous pouvez maintenant faire, bien que vous êtes en train de faire la différence. Donc là c'est pigmenté, c'est micronodulaire, et là c'est une corticosurrénale, donc qui est hyperplasique, macronodulaire, mais bien sûr de façon bilatérale. Donc les deux lésions histologiques sont une dysplasie micronodulaire pigmentée ou bien une hyperplasie macronodulaire toujours de façon bilatérale. Jusqu'à maintenant, la physiopathologie de ces deux lésions restera méconnue. Ou bien vous pouvez être devant un syndrome, donc ce que vous voyez dans l'illustration, c'est le syndrome de McCune-Albright, donc qui entraîne une activation permanente des glandes endocrines. Donc, généralement, si on récapitule, les lésions devraient être unilatérales. C'est l'adénome surrénalien dans 2 tiers des cas. C'est le plus fréquent. Dans un tiers de cas, il pourra être d'un corticosurrénalome malin. Et vous allez noter l'hyperandrogénémie en association, je répète, avec ce syndrome de Cushing. On va revoir ça avec détail. Si la lésion elle est bilatérale et on vous pose la question, elle pourra être soit une dysplasie micronodulaire pigmentée ou bien une hyperplasie macronodulaire bilatérale sur le plan histologique, ou bien un syndrome de McCune-Albright qui est entraîne une activation permanente de ces glandes endocrines et vous allez noter un tableau clinique qui est différent. Dernièrement, avant de conclure cette partie, on va voir les formes cliniques. Donc, concernant les formes cliniques, on pourra avoir premièrement la forme de l'enfant. Voilà. Donc, avant la puberté, c'est une association d'une obésité et d'autres signes d'hypercortisolisme avec cassure brutale de la courbe de croissance qui est très évocateur de ce syndrome. Ça nous fait rappel à la pédiatrie. Vous pouvez consulter croissance de l'enfant à tout moment. Ça va donner un retard pubertaire contrastant avec une pilosité pubienne développée.
qui doit également être évoqué devant ce diagnostic. Donc, le voilà, un syndrome de Cushing chez un enfant. On note une prise de poids avec cassure de la courbe staturo-pondérale. Vous voyez les vergetures, vous voyez les ecchymoses, donc tout ce tableau clinique et l'érythrose faciale chez un sujet jeune, donc ou bien chez l'enfant. Deuxièmement, vous pouvez être devant les formes qui sont associées. Donc, ce sont des tumeurs hypophysaires sécrétant de la CTH, plus une hyperparathyroïde et une tumeur pancréatique. Ça va entraîner dans le cadre, dans la néoplasie endocrinienne multiple de type 1, dans les NEM1. Donc, soit la forme chez l'enfant, soit les formes en association, tumeurs multiples, ou bien un syndrome de Cushing chez la femme enceinte. Donc, le diagnostic de ce syndrome, il est difficile. Certains signes sont attribués à la grossesse, donc prise de poids, elle est retrouvée au cours de grossesse. Les vergetures aussi, mais faites attention à l'aspect, vous pouvez faire la différence. Ou bien de la toxémie gravidique où vous pouvez noter une hypertension. Donc, on peut rajouter la grossesse comme diagnostic différentiel d'offre avec plutôt le syndrome de Cushing. Donc, les complications dans ce dernier cas, ils sont multiples. Complications maternelles et fœtales. Donc, le syndrome de Cushing, il est néfaste sur le pronostic maternel-fœtal. Donc, les complications maternelles, ils sont très fréquentes. C'est l'HTA, l'hypertension artérielle. Vous pouvez consulter la playlist de gynécologie. Donc, ou l'extraction fœtale dans ce dernier cas, qui est la solution, la seule solution devant une hypertension artérielle, crise d'éclampsie, c'est l'extraction fœtale en urgence pour sauvetage maternel. Vous pouvez avoir même le diabète, vous pouvez consulter le cours de diabète et grossesse à tout moment. Donc les complications de la macrosomie, la dystocie, les lésions du plexus en cas d'accouchement traumatique. Donc tout ça, vous pouvez consulter à tout moment en gynécologie, voir l'éclampsie qui est la complication la plus grave de cette toxémie gravidique. Les complications fœtales, on peut noter une prématurité, retard de croissance intra-utérin, voire une mortalité périnatale. Donc, ça c'est tout pour cette partie, chers collègues. J'espère que vous allez noter les deux aspects, donc un adénome surrénalien et le cortico-surrénalome. Donc, et surtout, n'oubliez pas les formes de bilatéralité, donc les deux lésions anatomopathologiques. Notez-vous bien que ce syndrome peut être noté aussi chez l'enfant, donc par cassure de courbe staturo-pondérale. Je répète, c'est de la pédiatrie, vous pouvez la consulter à tout moment. Et notez-vous bien que le syndrome de Cushing, il a aussi un retentissement même sur le pronostic maternel-fœtal. Donc, voir l'éclampsie, l'HTA maternelle, diabète maternel ou bien diabète gestationnel, et même pour le fœtus. Donc, ça, c'est la gynécologie prématurité, retard de croissance intra-utérin, RCU, voire même une mortalité périnatale. Donc, vous voyez, ce syndrome, il est très incriminé de nombreuses pathologies. D'où là, on va insister sur la prochaine et la dernière partie sur les traitements, bien sûr le traitement. Donc toujours du bon courage dans vos préparations, chers collègues. Un maximum de partage toujours. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. On se rencontrera dans la dernière partie. On va traiter cette pathologie. Merci pour votre attention. Bon courage et à la prochaine.